Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La reine d'Angleterre Elisabeth II n'est plus. Elle s'est éteinte ce jeudi 8 septembre après le plus long règne de l'histoire sur le trône britannique. Quelles implications pour le continent africain? On en parle sur ce plateau avec Jean-Claude Félix Chikaya, expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSE. Plaidoyer pour la levée des restrictions sur les corridors dans la zone CEMAC. Objectif affiché, dynamiser le commerce intra-régional dans un marché qui concentre plus de 150 millions d'habitants. Et puis l'aide humanitaire s'organise en Éthiopie. Une première cargaison de céréales en provenance de l'Ukraine a été livrée ce jeudi dans le cadre de l'initiative pour les céréales via la mer Noire. Un stock qui correspond à un mois d'assistance pour plus de 1,5 million de déplacés. London Bridge is down. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui attriste profondément le Royaume-Uni et qui ne laisse pas de marbre les républiques africaines du Commonwealth. Et pour cause, la reine a toujours entretenu des liens forts avec ces derniers, des liens qui ont été marqués par 7 décennies d'histoire commune. Elle était notamment attachée à garder une cohésion au sein des pays du Commonwealth. À titre d'exemple, elle a contribué tout au long de son règne à apaiser les tensions entre certains dirigeants. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Félix Chikaya, expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSE. Bonjour monsieur, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, plusieurs chefs d'État africains lui ont rendu hommage. Le président kényan Uhuru Kenyatta, le président du Cameroun Paul Biya ou encore le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que son décès signifie pour le continent africain? Tout d'abord, une vive émotion, une consternation, l'effroi, même si son âge avancé aurait pu faire croire qu'il y aurait pu avoir une émotion moins vive, mais elle est très vive, beaucoup de respect. Beaucoup de respect à l'égard de la reine Elisabeth II qui a effectué son premier voyage officiel en 1947. Elle a 21 ans, elle est en l'ex-Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, et elle va aussi en Afrique du Sud. Elle voit d'un peu plus près les conditions de l'apartheid. Elle commence à négocier avec son père, avec les autorités locales pour qu'il y ait une résolution où la condition des Noirs et des uns et des autres puisse aller vers l'égalité. Elle revient en 1952 pour un voyage privé. C'est au cours de ce voyage qu'elle devient reine. Cette reine qui est aujourd'hui une reine historique, une reine immuable. Et on peut dire que c'est pas une reine d'Afrique, mais c'est une reine qui est devenue reine en Afrique, très respectée par toutes les strates, par toutes les générations, par toutes les chancelleries, qui soient du Commonwealth ou lusophone, multiphone, francophone. En tout cas, toute l'Afrique, y compris dans la diaspora, sont touchées par ce décès. Et on peut dire que la pluie d'hommages et de reconnaissance souligne le respect, voire pour certains l'admiration qui vouait donc à son autorité, à sa retenue, sa neutralité, mais aussi sa transgression diplomatique pour essayer de faire avancer de manière positive les choses entre les uns et les autres. Et elle a su, de manière très habile, maintenir la présence au sein du plus grand nombre, 56 aujourd'hui, 19 États membres sont des membres d'Afrique. On peut dire qu'il y a bien sûr des anglophones, mais aussi des lusophones, des francophones. Donc c'est aussi son œuvre. En parlant du Commonwealth, la reine a effectué durant son règne 21 tournées en Afrique. En tant que chef de cette organisation, quelle relation a-t-elle entretenue avec les États africains? Alors, je reviens aussi sur son premier voyage officiel en tant que reine, c'est en Afrique, c'est en Libye, d'Alger au Cap, en passant par le Maroc, des liens très forts avec le roi Hassan II, des liens très forts avec toutes les capitales et toutes les chancelleries, parfois quelques tensions avec certains, mais
elle faisait tout avec ce qui est comme règle de Sa Majesté donc, au Royaume-Uni pour avec ses voies et moyens diplomatiques pour essayer de résoudre et d'accompagner donc des changements positifs, même si ça a été jalonné parfois d'incompréhension, mais à chaque fois elle revenait, elle appelait donc les leaders. Mais ce qu'on peut dire, le leader qui marque un petit peu cette amitié avec l'Afrique, c'est Nelson Mandela, quand elle est revenue donc en 1954, donc en Afrique du Sud, il y a toujours l'apartheid. En 1952, elle a refusé de 1952 à 1995, sans le dire, mais de revenir en Afrique du Sud. Donc c'était une manière encore royale, mais avec un impact diplomatique et politique et géopolitique, de signifier au monde entier qu'elle n'était pas d'accord avec l'apartheid. Donc elle est revenue en Afrique du Sud, et là elle a noué des liens pas seulement forts sur le plan des relations politiques, diplomatiques avec Nelson Mandela, mais aussi avec le président, l'ex-président de Zambie, M. Kunda. C'était les deux seuls présidents qu'elle tutoyait, se tutoyait réciproquement avec une grande considération. Donc elle a marqué l'histoire de l'Afrique, et elle a essayé donc pas plus qu'essayer, mais elle a participé à l'avènement d'un certain nombre de pays qui ont épousé certaines idées de la démocratie et des rapports cordiaux. Un autre moment marquant qu'on peut évoquer, celui au Ghana. Oui, au Ghana, avec Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme. Elle y va pour deux raisons, parce que le Ghana, donc, c'est un pays du Commonwealth, mais aussi pour pas, sur un plan géopolitique, qui n'aille pas vers le pays soviétique. Elle arrive dans des discussions fortes et puissantes sur le plan géopolitique, et le Ghana resta donc jusqu'à aujourd'hui donc un pays fort du Commonwealth, fort de l'Afrique de l'Ouest, et les liens sont très forts encore, et l'émotion est très vive aujourd'hui à Accra. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSE. Merci. Dans le reste de l'actualité, léger remaniement ministériel en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé ce jeudi 8 septembre à la nomination de 6 nouveaux ministres. Brahim Merad fait son entrée au ministère de l'Intérieur en remplacement de Kamel Beldjoud. Autre arrivée, celle d'Abdelhak Saïi, nommé ministre de la Santé, et de Hamid Badari, qui hérite du portefeuille de l'enseignement supérieur. À noter que le chef de l'État algérien a renouvelé sa confiance au Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane, qui doit présenter dans les prochains jours le bilan de son plan d'action devant le Parlement après une année passée à la tête du gouvernement. Valse ministérielle également au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a procédé ce jeudi à un remaniement marqué par l'arrivée de 5 nouveaux ministres. Martin Ninteretse hérite du portefeuille de l'Intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. Audace Niyonzima décroche celui des finances, du budget et de la planification, et Dieudonné Dukundane de celui des infrastructures, de l'équipement et du logement. Notons que ce remaniement ministériel intervient au lendemain de l'approbation par le Parlement burundais du nouveau Premier ministre, le général Gervais Ndirakobuka. La libre circulation en Afrique centrale doit devenir effective, c'est ce qu'estime Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, qui appelle à la levée des restrictions sur les corridors de la sous-région. Il faut dire que l'enjeu, notamment en matière de commerce, est important, avec un marché de plus de 150 millions d'habitants. Les détails dans ce sujet de Joël Ballot. Le commerce intra-régional en Afrique centrale reste un potentiel sous-exploité. Avec plus de 150 millions d'habitants, les transactions commerciales entre États ne représentent cependant que 4% du total des échanges de la sous-région. Selon le professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, ce faible taux s'explique par la présence de multiples contrôles sur les corridors, jugés tracassiers par les usagers. Nous avons des problèmes sur les corridors. Sur les corridors, il y a trop de contrôles, de police, de gendarmerie, des eaux et forêts, de la santé, ainsi de suite, sans compter des fraudeurs qui se mettent, et ce que vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle les mange-billes. Donc nous sommes en train de lutter
pour qu'on débloque ces corridors. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les forces de police de tous les 6 pays. Nous avons pris cette décision et déjà au Cameroun, il y a des efforts qui ont été faits pour alléger les contrôles sur le long des corridors. En plus du suivi du processus de libre circulation dans la sous-région, à travers l'implémentation d'une brigade mixte inter-État, la commission de la CEMAC entend participer à la réforme du franc CFA, l'idée étant de se démarquer du modèle ouest-africain. Des attentes nombreuses exprimées au cours de la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenue du 30 août au 1er septembre à Libreville. Aujourd'hui, vous pouvez réserver, vous pouvez échanger votre franc CFA avec des dollars et ainsi de suite. La COBAC s'est prononcée, la COSUMAF s'est prononcée, le gouverneur de la Banque centrale s'est prononcé. On attend la suite des événements. Les différentes crises mondiales ont impacté les économies de la sous-région et ralenti le processus de développement de celle-ci. Aujourd'hui, bailleurs de fonds, banques, institutions africaines multiplient les réflexions pour aider les pays d'Afrique centrale à relever leurs économies. Parler d'une seule voix lors de la COP27, c'est l'objectif des dirigeants africains qui espèrent ainsi mettre plus de pression sur les pays industrialisés, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. L'enjeu est d'obtenir de ces derniers plus de financement pour l'adaptation au changement climatique et concrètement d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Explication avec Eugène Schéma. L'Afrique, qui contribue officiellement à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais en subissant de plein fouet les changements climatiques, plaide pour la prise en compte du principe des responsabilités communes mais différenciées. Sur ce continent où la moitié de la population est encore privée d'électricité et où ces régions sont considérées parmi les plus pauvres du monde, les dirigeants considèrent que le droit à exploiter les immenses ressources en hydrocarbures doit être reconnu. La question est prévue à la 27e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP27, prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quand notre continent est en train de découvrir les gaz, de l'autre côté, les partenaires disent qu'il ne faut pas utiliser les gaz. Voilà l'opportunité de cette COP. L'Afrique continue à souffrir. La population africaine démographiquement continue à augmenter. Et nous ne donnons pas la chance à la jeunesse d'avoir d'opportunités d'emploi. Et c'est notre jeunesse qui meurt ici dans le mer de Méditerranée pour aller chercher la vie ailleurs en Europe. Tout ça, ce sont des défis que nous devons mettre fin en tant que leader. Être leader, c'est regarder le problème du peuple. Accusés de contribuer à plus de 70% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les hydrocarbures sont devenus le fléau à combattre dans le discours climatique international. En mai dernier, le G7, groupe des pays dits les plus avancés du monde, a décidé de cesser les subventions aux énergies fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Au Sénégal, la première exploitation de pétrole et de gaz est prévue en 2023 et le président sénégalais Macky Sall défend ses investissements. Oui, pour l'énergie verte, il y a une énergie de base sur laquelle l'Afrique doit se baser pour assurer son développement. Et on ne peut pas empêcher aux pays africains de profiter de leurs ressources naturelles qui sont dans leur sous-sol pour financer leur économie et surtout rendre leur économie compétitive, bien sûr dans le respect de la lutte contre le réchauffement climatique. Macky Sall, comme ses homologues africains dirigeants des États producteurs de pétrole et de gaz, estime que les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre sont d'abord les pays industrialisés et qu'on ne peut les mettre sur le même pied d'égalité avec l'Afrique au niveau des engagements à prendre pour le climat. L'Afrique est par exemple le continent le moins éclairé avec plus de 600 millions d'habitants encore privés d'accès à l'électricité. Lueur d'espoir pour les déplacés en Éthiopie. Une première cargaison humanitaire de céréales du programme alimentaire mondial a été réceptionnée ce jeudi 8 septembre dans la ville d'Adama. Une livraison qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire, négociée par la Turquie et les Nations Unies. Cette aide alimentaire devrait permettre de subvenir pendant un mois aux besoins d'au moins 1,5 million d'Éthiopiens déplacés suite à la sécheresse et au conflit. Les céréales seront distribuées dans les
jours à venir, a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Écoutons-le. La première cargaison humanitaire de céréales du Programme alimentaire mondial en provenance d'Ukraine, livrée dans le cadre de l'initiative pour les céréales de la mer Noire, a commencé à arriver en Éthiopie. Le PAM affirme que les céréales soutiendront un mois d'assistance à plus de 1,5 million de personnes déplacées par la sécheresse et le conflit. Les céréales sont actuellement déchargées dans l'entrepôt principal du PAM, dans la ville d'Adama, et seront distribuées dans les semaines à venir. Les conflits, la sécheresse et la hausse des coûts sont à l'origine de l'insécurité alimentaire dans toute l'Éthiopie. Avec 20 millions de personnes ayant besoin d'aide alimentaire en Éthiopie, le Programme alimentaire mondial affirme que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement est essentielle à son travail. De plus, sur l'Éthiopie, nos collègues humanitaires nous disent que les combats dans le nord du pays continuent d'avoir un impact sur les personnes vulnérables et sur l'acheminement de l'aide. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.